J'ai des cheveux crépus 4C. Ce sont des cheveux qui sont réputés difficiles à gérer. Des cheveux qui, soi-disant, ne peuvent pas pousser, en tout cas, ils ne peuvent pas dépasser la longueur des épaules. Et pourtant, j'ai fait passer mes cheveux d'un tout petit afro de 5 cm à la longueur des aisselles en 2 ans. Et aujourd'hui, mes cheveux dépassent la longueur de la taille. Pourtant, je ne fais pas de coiffure protectrice, je porte mes cheveux lâchés tous les jours et je passe moins de 10 minutes à me coiffer le matin. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret qui... Ok, soyons sérieux. Dans cette vidéo, je vais néanmoins vous expliquer exactement comment j'ai effectivement réussi à faire passer mes cheveux 4C, donc soi-disant difficiles et ingérables, à des cheveux qui sont très beaux, très souples et très longs, et le tout sans passer énormément de temps dans la salle de bain et sans être obsédée par mes cheveux, surtout. Je vais commencer par vous parler un peu de mes cheveux. Parce qu'on pourrait croire en regardant ma chaîne YouTube que j'ai des cheveux très dociles et très faciles à gérer et que je sais pas ce que c'est d'avoir des cheveux qui seraient difficiles et qui nous font galérer. C'est complètement faux. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais des cheveux vraiment courts. J'ai fait seulement 6 mois de transition. Ensuite, j'ai coupé mes cheveux. Donc, j'ai commencé avec un petit afro de 5-6 cm. Et j'avais quand même cet objectif incroyable de vouloir atteindre la longueur de la taille. C'était un rêve hyper ambitieux. Vouloir avoir des cheveux crépus 4C qui arrivent à la taille, c'était un peu comme vouloir courir le 100 mètres en 10 secondes alors qu'on est un coureur débutant. Ça paraissait absolument impossible. Pourtant, j'étais hyper motivée. J'ai commencé par apprendre tout ce que je pouvais sur les cheveux crépus obsessivement. J'ai parcouru tous les forums sur internet qui existaient en anglais et en français. J'ai lu les 2-3 livres qui existaient à l'époque et j'ai continué de chercher et de creuser dans toutes les directions sur tous les sites internet. Il n'y avait pas beaucoup de ressources à l'époque, mais j'ai tout parcouru, j'ai absolument tout lu jusqu'à la dernière ligne. Et puis est venu le moment de passer à l'action. De ce que je voyais, de ce que j'avais compris surtout, les cheveux crépus poussaient exactement comme les autres. Le gros problème qui nous empêchait d'avoir les cheveux longs, c'était la casse. La casse était comme ce petit monstre mythique qui venait grignoter les centimètres de longueur qu'on gagnait. Mon objectif était donc clair, minimiser la casse pour maximiser la rétention de longueur. J'ai alors rassemblé tout ce que j'avais appris et j'ai mis au point une routine aux petits oignons pour vaincre mon ennemi, la casse. Chaque jour, je suivais une routine du matin et une routine du soir. Lors de la routine du soir, je vaporisais mes cheveux, je faisais quelque chose qu'on appelle la bending method, plus tard je suis passée au nat, et ensuite j'enfilais un foulard et j'allais dormir. Le vapo devait me permettre d'hydrater mes cheveux et donc de limiter la sécheresse. La bending method, qui est une technique qui consiste à s'étirer les cheveux avec des petits chouchous, similairement à la méthode des tresses aux fils africaines. Donc la bending method, elle, était censée réduire l'emmêlement de mes cheveux. Et quand plus tard j'ai commencé à faire des nattes, c'était pour les mêmes raisons, réduire l'emmêlement des cheveux pendant la nuit. Et enfin, le foulard était censé aider mes cheveux à préserver l'hydratation du vapo pendant la nuit et donc ne pas s'assécher. Lors de la routine du matin, je démontais la coiffure que j'avais faite, donc j'enlevais les chouchous de la bending method. Plus tard, quand je suis passée aux nattes, je démontais les nattes. Je vaporisais un peu mes cheveux et je mettais délicatement en place une coiffure en utilisant mes doigts et un tout petit peu le peigne afro. Et je faisais extrêmement attention à faire des gestes lents et attentifs pour à la fois mettre en place une jolie coiffure, mais aussi et surtout, ne surtout pas casser mes cheveux. Et pareil, quand j'utilisais le peigne afro pour arrondir mon afro ou pour donner un peu plus de volume, je le faisais extrêmement précautionneusement. Mon but restait vraiment principalement ne pas casser mes cheveux. Je faisais également chaque semaine un soin complet. Je faisais un bain d'huile que je laissais poser, puis un shampoing, puis un masque que je laissais poser, puis du lait, etc. Bref, la totale. Je faisais ça toutes les semaines et le but était que, grâce à ces soins, mes cheveux deviendraient plus robustes et donc plus capables de résister à la casse. J'ai suivi toutes ces routines chaque semaine pendant des mois et des mois. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, mes cheveux faisaient 20-25 cm de longueur. Ils étaient plus longs qu'ils ne l'avaient jamais été et surtout plus longs que j'avais même jamais pensé possible. 25 cm de cheveux. C'était extraordinaire pour moi. Et en plus, j'arrivais à me faire des coiffures que je trouvais plutôt jolies. Donc tout se passait super bien et je me sentais en bonne voie d'atteindre mon objectif, la taille. Sauf que c'est exactement à ce moment-là que quelque chose d'important a changé dans ma vie. C'était 2011, j'ai fini mes études et j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'étais étudiante. J'avais du temps libre, j'avais l'excitation de qu'on démarre un projet, j'étais obsédée par mes cheveux, donc je pouvais y consacrer tout le temps et l'énergie possible. Ensuite, j'ai démarré une carrière dans la finance. J'étais en couple, j'avais une vie sociale. C'était plus du tout la même configuration. Finalement, ça se passait quand même plutôt bien. J'en apprenais plus sur mes cheveux, je recevais des compliments sur mes cheveux. Pendant quelques mois, ça a plutôt bien tenu, ça allait.
Mais à mesure des mois, j'ai dû me rendre à l'évidence. Mes cheveux me coûtaient un temps et une énergie que je n'avais plus à leur consacrer. Et en plus, pire de tout, en rentrant dans l'année 2012, je constatais que mes cheveux commençaient à ralentir dans leur pousse. Je commençais à aller vers une stagnation de longueur. Et là, pour moi, il y avait quelque chose de dramatique là-dedans. C'est je peux plus consacrer autant d'efforts à ce projet que je faisais avant. Et en plus, je suis en train de potentiellement dire adieu à mon objectif rêvé d'avoir les cheveux qui atteignent la longueur de la taille. Au début, j'ai essayé des trucs et astuces pour passer un peu moins de temps sur mes cheveux. Par exemple, je faisais souvent des tresses sur l'avant de ma tête, sur la première moitié de ma tête, ce qui permettait de réduire la quantité de cheveux à gérer le matin et le soir. Mais une de mes coiffures habituelles à l'époque, c'était l'afro-puff. Donc même avec les tresses que je faisais à l'avant, prendre le temps de gérer, de faire ce bel afro-puff derrière, c'était quand même étonnamment chronophage. Il faut dire que je venais de démarrer. Donc mon job à l'époque, j'avais un job de commercial. J'étais face aux clients et surtout c'était mon premier CDI, donc je me mettais quand même une certaine pression, et pas que de moi, c'était aussi des exigences de mon travail, à avoir une apparence impeccable. Je devais avoir une apparence professionnelle irréprochable. Et donc ce simple afro-puff, je passais un certain temps à le rendre parfait, parfaitement rond, parfaitement plaqué, parfaitement lissé, parfaitement net en fait. Donc soit j'avais mes tresses à l'avant, soit dans tous les cas je devais parfaitement bien plaquer mes cheveux pour faire le puff. Et en vérité, faire un puff, tout ce qui est afro, que ce soit donc un afro tiré, un afro puff, faire un afro bien rond, ça prend un temps de ouf. Je vaporisais légèrement mes cheveux mais pas trop. Je commençais à travailler avec mon peigne afro pour le rendre rond. Sauf que, vous savez comme moi, là où vous avez mouillé un peu trop sans faire exprès, ça commence à se shrinker. Donc au lieu d'avoir votre afro parfaitement rond, il y a un endroit qui est un peu plus creux. Donc vous y allez avec les mains pour essayer de tapoter le rendre parfait. Vous prenez un miroir pour vérifier dans tous les sens. Et on recommence, et on recommence, et on recommence. Jusqu'à un moment où on se dit, ok, je vais juste faire confiance et ça en tient comme ça. Ça prend du temps et en plus c'est même un peu stressant. Du coup, une autre de mes techniques consistait à faire à intervalles réguliers des coiffures dites protectrices. Les coiffures protectrices sont des coiffures qui, une fois qu'on les a faites, vont rester telles quelles pendant plusieurs semaines, voire pour certaines personnes plusieurs mois. Et donc ça peut être des tresses, des vanilles, avec ou sans rajout. L'idée étant en tout cas de se tresser les cheveux et de garder cette coiffure pendant donc une certaine période. Officiellement, les coiffures protectrices étaient publicitées dans le monde des naturels comme une super coiffure à faire pour réduire au maximum la manipulation, puisque pendant plusieurs semaines ou mois, on ne touche pas à ses cheveux, et donc réduire la casse. C'était donc une façon de se coiffer qui était mise en avant pour favoriser la pousse et la rétention de longueur. En réalité, ce qu'elle représentait pour moi, c'était surtout de grands moments de pause. Pendant toute la période où mes cheveux étaient dans une coiffure protectrice, je n'avais plus à me préoccuper de mes cheveux et à avoir ces moments intenses de coiffure tous les matins. Et donc, je pouvais me sentir belle, nette, professionnelle, sans avoir à trop me préoccuper de mes cheveux. Et ma coiffure protectrice préférée, personnellement, c'était les vanilles. Mais en réalité, ça restait compliqué. Les coiffures protectrices sont censées protéger les cheveux, mais en réalité, ça les fragilisait. Pendant la pose et le démontage d'une coiffure protectrice, on a beaucoup de casse. J'étais horrifiée à chaque fois que je baissais mes yeux sur le sol. Et la paix que je gagnais au quotidien n'était pas gratuite. Je devais passer des heures à installer la coiffure, puis encore plus d'heures à la défaire. En particulier si on a envie de préserver ses cheveux de la casse pendant le processus de démontage, puisque quand on défait une coiffure, vanille, natte, tresse, peu importe, on a des cheveux qui sont beaucoup plus entremêlés, puisqu'ils sont restés sans être touchés pendant aussi longtemps. J'aurais pu me faire coiffer, mais ça coûte assez cher et le résultat varie. On ne sait jamais sur quelle coiffeuse on tombe et je préférais pas prendre le risque. Et sans compter que le démêlage qu'on fait après une coiffure protectrice, c'est affreux. C'est le pire démêlage qu'on n'aura jamais à faire. Et comme je l'ai dit plus tôt, au moment du soin, donc le premier soin que je faisais après une coiffure protectrice, je pouvais constater que mes cheveux étaient clairement fragilisés. Ils étaient beaucoup plus mous au toucher. Au final, malgré mes trucs et astuces, je commençais à être vraiment frustrée par mes cheveux. Et en plus, ma longueur commençait à stagner. Et là, j'étais vraiment au bord du burn-out capillaire. Mais en même temps, qu'est-ce que je pouvais faire ? À l'époque, et encore aujourd'hui malheureusement, pour quelqu'un qui a des cheveux 4C comme moi, le message ambiant était que de toute façon, ce sont des cheveux difficiles à gérer, c'est une fatalité. De toute façon, ils seront pas beaucoup plus longs que ça. Moi, avec des cheveux qui à l'époque arrivaient à la longueur des aisselles, c'était considéré comme extraordinaire. J'avais beaucoup de chance et il n'y avait pas grand-chose de plus à en espérer. Du coup, il n'y avait personne à qui je pouvais me plaindre et qui allait me dire « Mais oui, ça va aller, mais oui, persévère, mais oui, il y a peut-être des solutions, etc. » Non, le message était clair. Oui, tes cheveux sont pénibles, c'est normal, c'est des cheveux 4C. Oui, ta routine capillaire est intense, c'est normal, c'est des cheveux 4C. Mais tu as des cheveux à la longueur des aisselles, c'est super. Apprends à aimer, à accepter tes cheveux comme ça.
C'était une période terrible pour moi parce que j'adorais mes cheveux. J'adorais vraiment, vraiment mes cheveux. J'adorais ce qu'ils renvoyaient de mon identité. J'aimais le fait d'être une femme noire qui porte ses cheveux crépus naturels. Mais j'avais atteint un mur. J'étais arrivée à la limite de ce que je pouvais faire pour mes cheveux d'une façon qui fait sens par rapport au reste de ma vie. Mais je continuais de vouloir des cheveux longs. Pour moi, réussir à avoir des cheveux crépus longs, c'était comme prouver au monde, et à moi-même je suppose, qu'il y avait au fond rien qui clochait avec les cheveux crépus. Que les cheveux crépus étaient aussi bien que tous les autres, et qu'il y avait finalement presque besoin de s'excuser auprès des cheveux crépus et de le rétablir dans toute sa noblesse. Alors, je fais quoi? Je redéfrise? Hors de question. Je fais des locks? J'ai sérieusement envisagé de faire des locks. Le problème, c'est que je pouvais pas lâcher prise. J'étais obsédée et obnubilée par l'idée qu'il existait une solution, ou en tout cas qu'il fallait que j'en invente une solution devait se matérialiser pour que j'obtienne des cheveux longs. Je pouvais juste pas passer à autre chose. Parce qu'en fait, malgré toutes les difficultés que je traversais, mes cheveux m'apportaient vraiment énormément de joie. Et puis un jour, alors que je mettais des rajouts pour la énième fois, je me suis posée pour réfléchir à ma situation. J'ai réalisé que j'étais sous le coup de 2 croyances limitantes fortes. Des croyances vieilles comme, j'allais dire vieilles comme le monde, mais peut-être pas, mais vieilles de plusieurs siècles. Des croyances limitantes au sujet des cheveux crépus, qui étaient relayées par tout le monde, même dans le mouvement du retour au naturel, en anglophone comme en francophone. Un mouvement qui m'avait tellement inspiré et qui m'avait tellement porté, mais qui, malheureusement, était empreint dans toutes ses couches de ces 2 croyances limitantes fortes. La première de ces croyances est que les cheveux crépus, 4C en particulier, étaient de nature très difficile à gérer, en tout cas plus compliqués que tous les autres cheveux. Et la deuxième croyance était que les cheveux crépus ne pouvaient pas être longs, qu'ils étaient condamnés à rester courts, sauf exception génétique. Et en janvier 2012, dans ma chaise, en train de faire mes nattes avec ma sœur en regardant une série, je me suis dit, mais et si c'était fondamentalement faux? Et si les cheveux crépus n'avaient pas besoin d'être difficiles, s'il existait un moyen qui les rende faciles, agréables au quotidien, et en plus qui permettent qu'ils soient longs, pas par exception génétique, juste de base pour tout le monde. Et quand je dis long, je ne parle pas au genou ou à la cheville, juste long, ce qu'on appelle conventionnellement des cheveux longs. À ce moment-là, j'ai décidé de changer d'attitude. J'ai décidé que j'allais poursuivre mon aventure capillaire complètement différemment, en étant complètement ouverte. Je me suis dit que j'allais mettre à la poubelle tout ce que je pensais savoir sur les cheveux, toutes mes préconceptions, et j'allais aborder le cheveu comme un sujet nouveau. Et d'ailleurs, en passant, je me suis dit que j'allais également arrêter les rajouts. D'ailleurs, janvier 2012, c'est littéralement la dernière fois de ma vie jusqu'à présent que j'ai fait des rajouts. À l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je ne fasse pas de rajouts pour que justement quand j'ai atteint ce point de frustration avec mes cheveux, où j'en peux plus, j'ai besoin d'une pause, que justement si la pause elle n'existe pas, j'espérais que ça me donne de l'inspiration pour des solutions créatives. Si tu peux pas faire de pause, tu fais quoi? Et tu peux pas raser tes cheveux, et tu peux pas faire des locks, et tu peux pas redéfriser. Tu fais quoi? Et cette attitude a payé. Grâce à cette pression que je me suis mise j'ai enlevé ma porte de sortie, ça m'a obligée à être plus créative que je l'ai jamais été. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait 3 phénomènes capillaires, on va les appeler comme ça, qui étaient la racine de tous mes problèmes capillaires. Donc 3 comportements de mes cheveux qui pouvaient expliquer tout le reste. Voici les 3 entraves que j'ai identifiées. Mais avant, vous avez remarqué que j'ai changé un peu là. Il y a eu une petite pause entre les deux. Je filme un jour suivant. Faisons-en un quiz. Pour celles d'entre vous qui connaissent un peu la méthode à la folie, quand vous regardez juste mes cheveux, est-ce que vous pouvez deviner combien de jours après je suis en train de filmer cette deuxième partie? En sachant que ce que vous venez de voir juste avant, c'était le jour 2 après mon soin. On est jour combien là? Je vous dirai la réponse en commentaire et on reprend la vidéo. Donc les 3 entraves que j'ai identifiées qui étaient au cœur de mes problèmes capillaires. La première entrave, c'est l'hyperemmêlement. La deuxième entrave, la tendance à la sécheresse chronique. Et la troisième entrave, la tendance à l'hyperfragilité. J'ai donc ensuite décidé de réexaminer tous les éléments de ma routine capillaire au regard de leur impact sur ces 3 phénomènes capillaires, ces 3 entraves que je viens de citer. Et là, il y a eu une première grosse surprise. J'ai remarqué 2 choses. La première, pendant cette phase d'observation, je veux dire. La première, c'est que parfois, ma routine se passait super bien. Par exemple, à la fin de certains soins, je trouvais mes cheveux doux, bien hydratés, souples et brillants. Ou encore certains matins, quand je venais pour me coiffer, je trouvais mes cheveux faciles à manipuler, souples, vraiment pas très entremêlés, relativement simples à coiffer. C'était beaucoup plus facile de mettre en place une coiffure.
J'étais hyper intriguée et ça m'a invité à regarder de plus près. Et c'est là que j'ai remarqué la deuxième chose, c'est qu'il y avait des choses que je faisais dans ma routine qui renforçaient ces 3 phénomènes capillaires, ces 3 entraves dont j'ai parlé plus haut. Voyons ensemble ce qui clochait dans ma routine. Pour commencer, je manipulais mes cheveux comme on manipule des cheveux raides. Prenons le soin par exemple. Ce qu'on veut, c'est que tous les cheveux reçoivent du produit. Avec un cheveu raide, tous les cheveux sont comme tournés vers l'extérieur. Ils sont accessibles immédiatement. Donc on peut utiliser le poing fermé et un mouvement de la main comme ça pour appliquer des produits partout. Et il n'y aura aucun problème, tous les cheveux sont exposés. Le cheveu crépus, en revanche, a beaucoup de surfaces qui sont non exposées, qui sont comme à l'intérieur, à cause de la bouclette. Ce qui fait que le même mouvement, le poing fermé comme ça, qu'on voit tous les coiffeurs faire, qu'on voit à la télé, qu'on reproduit, ne permet pas d'atteindre tous les cheveux. Ce qui fait que beaucoup de surfaces restent non traitées ou plus précisément non exposées au produit. Et quand vous faites votre soin et qu'en réalité vous ne mettez pas du produit partout, ce que ça fait tout simplement c'est que tous vos cheveux ne sont pas soignés. Donc pour amener ça à moi, ce qui se passait à l'époque c'est que la majorité de la surface de mes cheveux ne recevait pas de soins, alors que je m'emmerdais à faire un soin toutes les semaines. Et du coup ça fait que mes cheveux étaient mal nourris, il manquait vraiment de nutrition. Et ça entraîne que mes cheveux du coup étaient secs ou en tout cas ça séchait beaucoup plus facilement. Donc en fait lors de mes 3 premières années d'aventure capillaire, mes cheveux étaient chroniquement sous-nourris. Ce qui est assez fou quand on y pense avec le recul parce que j'étais obsédée par mes cheveux, je pensais à eux tout le temps et toutes les semaines je passais au moins 6 heures, au minimum 6 heures. En général c'était tout mon samedi ou tout mon dimanche à faire des soins. Alors certes mes cheveux restaient plus nourris que ceux de quelqu'un qui faisait pas du tout de soins, mais je sais maintenant à quel point ils étaient loin en dessous de leur potentiel réel de nutrition. Une autre raison pour laquelle mes cheveux étaient sous-nourris, je sais aujourd'hui que c'est parce que je faisais les mêmes soins tout le temps et je faisais des coiffures protectrices régulièrement, ce qui contribuait à fragiliser encore plus mes cheveux sur le long terme. À cause de tout ça, le plus souvent, je me retrouve avec une hydratation qui durait 1 ou 2 jours grand maximum. Et donc, pour combler ce manque d'hydratation, je devais utiliser le Vapo, donc quasiment tous les jours. Vapo qui lui-même pose ses problèmes, mais on le verra plus tard. Et donc, j'étais obligée de constamment réhydrater mes cheveux et donc de rester dans cette sécheresse perpétuelle. Autre problème avec ma routine, c'est que j'individualisais, je séparais beaucoup mes cheveux. Or, pour les cheveux afro, plus ils sont individualisés, plus ils auront tendance à s'emmêler en se tassant et à s'assécher. Je vous explique ça plus en détail. Je faisais de grosses vanilles ou de grosses nattes à la fin de mon soin. Et mes cheveux séchaient dans ces grosses vanilles ou grosses nattes. Quand je faisais ces grosses vanilles ou grosses nattes trop lâches, pas assez serrées plutôt, ça créait l'effet de mes cheveux qui séchaient individuellement plutôt qu'en paquet. Et à cause de ça, ils perdaient leur hydratation. Et donc quand je démontais mes cheveux juste après le soin, je me retrouvais avec des cheveux relativement secs, alors même que je venais de finir un soin. J'ai fait le même constat avec l'état d'afro libre que j'entretenais au fil de la semaine en faisant mes afro-puffs tous les matins. En afro libre, mes cheveux s'asséchaient et s'en mêlaient. Les cheveux afro ont leur potentiel maximal d'absorption, d'hydratation, d'humidité quand ils sont dans leur forme la plus naturelle, c'est-à-dire en boucle. Je sais, ça contredit tout ce que vous pensez des cheveux afro. Les cheveux afro ne sont pas des cheveux bouclés, mais en fait oui. Et si le cheveu n'est pas dans son état bouclé, c'est-à-dire plusieurs cheveux rassemblés ensemble pour former une boucle, il ne peut pas absorber l'hydratation. Ce qui veut dire que si les cheveux sont séparés individuellement, même s'ils sont mouillés, même si vous avez mis du lait sur eux, s'ils ont une forme afro, ils vont sécher en s'asséchant, ils vont devenir secs. Alors que vous prenez les mêmes cheveux, mais vous les rassemblez en un paquet, ils vont au contraire absorber l'hydratation et rester hydratés pendant longtemps. Vous voyez la différence ? 10 cheveux, chacun séparé, donc démêlés, versus 10 cheveux pas démêlés avec un peigne, mais au contraire mis ensemble, vont se comporter de façon complètement différente. Quatrième problème avec ma routine de l'époque, c'est que j'humidifiais régulièrement mes cheveux avec un Vapo. Or, des cheveux qui sont humidifiés et laissés à l'air libre, ça sèche. Concrètement, ce qui se passait, c'est que mes cheveux avaient tendance à s'assécher à cause des différents problèmes qu'on a cités plus haut. Donc moi, je me retrouvais à les vaporiser pour essayer de contrecarrer l'effet de cette sécheresse. Sauf que j'ai remarqué que mes cheveux finissaient toujours plus secs après que l'eau avait fini de s'évaporer qu'ils ne l'étaient avant que je vaporise initialement. C'est contre-intuitif, mais c'est vrai. Quand vous mouillez vos cheveux avec un Vapo par exemple, quand l'eau aura fini de sécher, les cheveux seront plus secs que si vous n'aviez rien fait. En plus, l'humidité favorise le rétrécissement et l'emmêlement. Je ne sais pas exactement quel est le phénomène scientifique qu'il y a derrière ça. D'ailleurs, les chimistes parmi nous,
Laissez-vous aller dans les commentaires, dites-nous. Mais en tout cas, c'est vrai. Et 5e chose qui n'allait pas dans ma routine, c'est la somme totale de tout ça. C'est-à-dire que toutes mes mauvaises pratiques se renforçaient entre elles. Par exemple, je personnalisais pas mes soins à mesure que mes cheveux évoluaient, ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu atteindre leur niveau optimal de santé, élasticité, souplesse et de résistance. Et du coup, ils sont restés un peu fragiles tout du long. Et de l'autre côté, ils n'ont jamais non plus pu atteindre leur niveau optimal de nutrition et donc ils n'ont jamais pu augmenter ou maximiser leur capacité à retenir l'hydratation. À cause de ça, les cheveux ont tendance à s'assécher, ce qui pousse à utiliser le Vapo. Sauf que le Vapo lui-même renforçait la sécheresse de mes cheveux, en plus de les faire se tasser et s'emmêler. Mais parce que mes cheveux étaient tassés et emmêlés, j'avais que des options de coiffure qui me poussaient à les individualiser. Les plaquer pour faire un chignon parfait, ou faire un afro pouf parfait, ou faire un afro tiré parfait. Or, comme on l'a vu aussi, le fait d'individualiser les cheveux beaucoup favorise là encore la sécheresse, favorise le rétrécissement, favorise l'emmêlement, favorise la casse. Au final, avec toutes ces pratiques, on se retrouve avec des cheveux qui ont un état de texture qui présente ces caractéristiques qu'on a vues plus haut. Hyper emmêlement, hyper fragilité et sécheresse chronique. Et avec cette texture et ces 3 caractéristiques, on ne peut pas éviter la casse. On a des cheveux difficiles à manipuler et on est dans un engrenage de casse et de stagnation de longueur. Donc en conclusion, c'était ma routine qui créait cette mauvaise texture, avec ces mauvaises caractéristiques. J'ai alors cherché à modifier ma routine pour éliminer tout ce qui pouvait causer cette mauvaise texture avec ces mauvaises caractéristiques. Et c'est comme ça que je suis arrivée à une routine qui m'a donné une texture radicalement différente. Non seulement cette nouvelle texture ne présentait pas les mauvaises caractéristiques d'avant, mais en plus elle avait des caractéristiques opposées. C'était vraiment une bonne texture. Mes cheveux étaient facilement manipulables, ils gardaient leur hydratation hyper longtemps, ils étaient souples, élastiques et résistants. Du coup, pour répondre à la question qu'on a posée en début de vidéo, à savoir comment avoir des cheveux qui poussent et qui soient faciles au quotidien, la réponse c'est change la texture de tes cheveux. Pour passer d'une mauvaise texture qui a les 3 mauvaises caractéristiques qu'on a vues plus haut, et arriver au contraire à une très bonne texture qui a les 3 bonnes caractéristiques, c'est-à-dire cheveux malléables et faciles à coiffer, cheveux qui gardent leur hydratation très longtemps et cheveux qui soient souples, élastiques et résistants. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 3 vidéos dans laquelle on verra ensemble comment on met en place une routine qui va permettre concrètement d'arriver à cette bonne texture et donc d'avoir des cheveux qui poussent. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment obtenir sur des cheveux crépus une telle texture sans traitement chimique, des frisages ou autres, ni traitement thermique, lissage, brushing, etc.